Aujourd'hui, on navigue, vous et moi, dans le lore le plus connu de la K-pop, celui de BTS. Le Bangtan Universe, ou aussi appelé BU ou BU à la française, est né pendant l'ère Hwa-Young-Yong-Hwa. Mais avant d'aller plus loin, on va poser les bases. Hwa-Young-Yong-Hwa, ça vient du chinois dont les caractères veulent dire fleur, forme ou apparence, année et splendeur ou éclat, qu'on peut traduire par the most beautiful moment in life, ou tout simplement le plus beau moment de la vie, qui désigne un moment de vie magnifique, justement parce qu'il est voué à disparaître. Et c'est exactement ce que raconte le lore de BTS. Et avant de commencer à compter le lore de BTS, quelques points de précision s'imposent pour votre bonne compréhension. De 1, tout ce que je vais vous raconter est une fiction officielle créée par la Big Hit Entertainment. Cette fiction s'appelle Bangtan Universe, comme on l'a vu, la BU. Et la BU, c'est un univers narratif étendu, raconté à travers les MV, le webtoon Save Me, le jeu BTS Universe Story, les albums et surtout les notes volume 1 et 2. Vous l'aurez compris, c'est un puzzle où il faut aller creuser dans chaque contenu que nous sort BTS. Petit trigger warning, j'aimerais préciser que dans cette vidéo, il y aura des mentions de meurtre, de moments traumatiques, de maladies mentales et de suicide. Et pour les personnes souffrant de dépression ou tout simplement actuellement dans une mauvaise passe, je ne vais pas t'interdire de regarder cette vidéo, donc continue si tu le souhaites. Mais j'aimerais te préciser qu'en aucun cas, le suicide, l'automutilation, la drogue, l'alcool ou autre ne va t'aider à passer cette période. Entoure-toi, consulte, fais des activités qui te font du bien, mais cette histoire fictive ne doit pas te donner des idées que tu pourrais regretter dans le futur. Et surtout, n'hésitez pas à appeler le 31 14 ou le 07 84 96 88 26 qui sont là pour vous écouter et vous assister aux besoins. Maintenant qu'on est d'accord sur ça, je vous laisse avec la suite. Alors, je vous l'ai dit, le lore de BTS est un peu compliqué à comprendre. Pour vous aider, je vais vous mettre des repères temporels. Dans le Bangtan Universe, les dates sont données sous forme d'années et elles correspondent à des années réelles. C'est-à-dire qu'on va par exemple avoir l'année 19 qui va en réalité correspondre à 2013, l'année 20 qui correspondra à 2014, etc. Je préciserai toujours les deux dans un coin de la vidéo parce que ça va vous aider à vous repérer. Et avant qu'on rentre réellement dans le lore, il faut comprendre comment il fonctionne. Et je suis là pour ça. Règle numéro 1. Une histoire pour plusieurs supports. Les MV montrent des fragments émotionnels. Les notes donnent les dates, les règles et des événements. Le webtoon et le jeu détaillent les tragédies qui s'y passent et les solutions. En gros, aucun support ne suffit à lui-même. Règle numéro 2. La timeline originelle, puis les boucles. Il existe une timeline principale, puis des timelines alternatives créées par une boucle temporelle. Et donc, à partir d'un moment précis de l'histoire, le temps va recommencer. Et règle numéro 3. Un seul personnage se souvient de ses retours en arrière. Gardez bien cette règle en tête parce qu'on va y revenir souvent. Et avant qu'on commence à décortiquer ce lore, pour vous aider à comprendre la temporalité, je vais vous mettre cette frise temporelle où je vous précise les années. Et ne vous inquiétez pas, je remettrai cette frise au fur et à mesure de l'histoire. Pour l'instant, on est avant la boucle temporelle, évidemment, parce qu'on va commencer par le commencement. Donc, année 19. Et on commence par BTS, adolescent, au lycée. On est donc le 2 mars de l'année 19. 7 garçons se rencontrent au lycée. Un jour, ils arrivent tous en retard et finissent punis. On les envoie donc nettoyer la zone de stockage qui se trouve à l'écart du lycée. Et très vite, cette salle devient leur cachette secrète. Un lieu où ils peuvent se poser, parler, s'amuser, jouer ensemble. Également jouer de la musique, bref, un endroit où ils peuvent se retrouver tous ensemble. Et cette cachette secrète est fondamentale dans le BU. Ce lieu reviendra encore et encore à différents moments de l'histoire. Le 12 juin de l'année 19. Quelques mois plus tard, donc, ils sèchent les cours ensemble. Ils partent chercher un rocher censé exaucer des vœux au bord de la mer. Quand ils arrivent, ce rocher a disparu et à la place, ils y trouvent une digue en construction. Mais ils décident de rester quand même, criant leurs rêves par-dessus le vacarme des travaux. Et c'est ce jour-là qu'ils prennent leur première photo Polaroid. Un moment essentiel pour comprendre le lore Hwa-Young-Yong-Hwa. C'est ici leur plus beau moment d'adolescence.
Et évidemment, c'est après ça que l'histoire bascule. Parce que le BU, ce n'est pas l'histoire d'un groupe qui grandit ensemble, c'est l'histoire de 7 jeunes garçons qui apprennent la vie, qui apprennent à grandir. Et ça, bien avant le voyage dans le temps. Et on entre donc dans l'année 20, donc 2014, et on va voir comment le groupe commence à s'éloigner sans qu'ils s'en rendent compte. On est toujours avant la boucle temporelle et dans la timeline originale du coup. Et je pense que c'est important de le dire clairement, le groupe ne se brise pas d'un coup, il va se fissurer événement par événement et c'est ce qu'on va voir là. On est dans le mois de mai de l'année 20. C'est à cette période que Namjoon quitte la ville. Il part vivre à la campagne avec sa mère, son frère et son père qui est gravement malade. Il ne dit rien au groupe et il se contente d'écrire We must survive sur une vitre. Puis il se casse, sans prévenir personne. Namjoon vit ensuite dans la précarité, où il va enchaîner les petits boulots pour aider sa mère avec les frais d'hospitalisation de son père. Et donc à ce stade, on a le pilier du groupe qui est parti. 11 juin de l'année 20. C'est un point de rupture majeur dans le lore. Le proviseur convoque Jin et il le menace. Si Jin ne dit pas l'emplacement de la cachette secrète des BTS, le proviseur préviendra son père que c'est un délinquant. Et il faut savoir que dans ce lore, le père de Jin, c'est une figure d'autorité et influente. Et donc évidemment que Jin, il cède face à la peur. Le proviseur débarque donc dans cette cachette secrète et il y découvre Jungkook et Yoongi en train de jouer au piano. Le proviseur s'approche, gifle Jungkook et Yoongi s'interpose, poussant le proviseur. Évidemment, les conséquences sont immédiates. Yoongi est expulsé, Jungkook se sent responsable et leur cachette secrète n'est plus un refuge. J'aimerais préciser qu'ici Jin ne trahit pas par malveillance, mais parce qu'il a peur. Mais il faut savoir une chose dans ce lore, c'est que les conséquences sont irréversibles. Et point important, c'est après cette révélation que Jin part à Los Angeles. Après son expulsion, Yoongi ne revient plus au lycée. Il s'isole et coupe les ponts progressivement avec le groupe. La musique reste son seul point d'ancrage, mais elle devient aussi un lieu dangereux dans le BU. Et aussi, le feu commence à être associé à Yoongi à partir de ce stade-là. 15 septembre de l'année 20. Jimin et Osok attendent le bus. Mais Jimin fait une crise d'épilepsie. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Il est donc emmené à l'hôpital, et Osok tente de rester à ses côtés, mais sa mère l'en empêche. À partir de là, Jimin rentre dans une longue période d'hospitalisation où il est progressivement coupé du groupe et il va commencer à associer l'hôpital comme un lieu normal pour lui. Dans les notes, c'est d'ailleurs un point essentiel. Jimin ne voit pas l'hôpital comme une parenthèse, mais comme un endroit où fuir. Et pendant que les autres disparaissent, Jungkook lui continue d'aller à cette cachette secrète. Il y va tous les jours, en espérant que tout le monde y revienne. Mais personne ne vient. Parfois, on va avoir des scènes avec Jungkook et parfois, on va avoir des scènes où il va être tout seul. Ce qui est constant, en revanche, c'est que Jungkook comprend que le groupe qui était sa famille est en train de disparaître et personne ne lui a expliqué pourquoi. Et donc, pour vous récapituler où est-ce qu'on en est à la fin de cette année 20, Namjoon est parti, vivant dans la précarité. Yoongi est exclu du lycée et s'est coupé du monde. Jimin est hospitalisé. Jungkook est seul et attend que le groupe revienne. Osok essaie tant bien que mal de tenir debout. Taehyung, dont je n'ai pas parlé, devient de plus en plus instable chez lui, mais on le verra plus tard. Et Jin est coincé entre loyauté et la peur de son père à Los Angeles. Et là, le groupe n'existe plus vraiment, mais aucun événement qu'on peut dire final a encore eu lieu à ce stade. Et c'est exactement pourquoi la suite de ce lore va devenir un peu plus violente. On arrive maintenant à un moment clé du lore, parce que tout ce que je viens de décrire là se passe avant les boucles temporelles, et qu'en réalité, c'est juste une suite de choix et de mauvaises décisions. On saute maintenant dans le temps et on laisse 2014 derrière nous. On n'a aucune information majeure sur l'année 21 et ce silence est volontaire. Le BU nous fait comprendre une chose, pendant que Jin est à LA, tout se dégrade. On arrive donc à l'année 22, ce qui correspond à 2016. Le 11 avril, Jin revient en Corée après plusieurs années passées à LA. On le voit en train de conduire seul. Il s'arrête à une station-service et là,
il voit Namjoon qui travaille. Jin le reconnaît immédiatement, mais il hésite. Il pourrait aller lui parler, mais il ne le fait pas. Il remonte donc dans sa voiture et il repart. C'est une scène importante parce qu'il s'agit du premier choix de Jin. Le 22 mai, soit quelques semaines plus tard, Jin commence enfin à chercher les autres membres du groupe. Et ce qu'il découvre est brutal. Dans cette timeline, qui est la timeline de base, je le rappelle, Namjoon a fini en prison. Oh-seok est hospitalisé après un grave accident. Taehyung est arrêté pour meurtre. Jimin toujours à l'hôpital. Yoongi et Jungkook sont morts. Le groupe n'existe définitivement plus. C'est compliqué. Et Jin décide de retourner seul sur la plage où ils ont été adolescents. Et là, il se pose une question simple. Où est-ce que tout a mal tourné? Et c'est là que quelque chose répond. Si vous pouviez remonter le temps, pensez-vous que vous pourriez corriger les erreurs et sauver tout le monde? Jin se réveille. On est le 11 avril de l'année 22. Même journée, même voiture, même station-service. Il croit d'abord à un rêve, et il refait donc exactement les mêmes choses. Il voit Namjoon, ne lui parle pas, et repart. Mais cette fois, en passant dans une ruelle, toujours en voiture je précise, un corps tombe sur son capot. Et vous l'aurez compris, il s'agit de Jungkook. Le monde se fissure et Jin se réveille à nouveau le 11 avril. Au début, Jin refuse d'y croire. Il pense que tout est irréel et refait la journée. Encore, et encore, et encore. Mais les événements changent à chaque fois légèrement. Parfois, Jungkook tombe devant sa voiture. Parfois derrière, parfois plus tôt et parfois plus tard. Et à chaque fois que ça arrive, le monde se brise à nouveau et il se réveille à nouveau. À un moment donné, la voix revient et dit à Jin, tu ne pourras pas sortir tout seul de ce monde inextricable. Puis enchaîne, voici comment vous souvenir de la boucle. Jin voit alors des fragments, des scènes qu'il n'a pas encore vécues, des morts différentes, des lieux modifiés. Et c'est à ce moment précis que Jin comprend enfin qu'il est coincé dans une boucle temporelle, qu'il est aussi le seul à s'en souvenir, et que chaque changement modifie le futur. Et à partir de là, le BU pose quelques règles. Le point de départ est toujours le même, le 11 avril. Jin est le seul à conserver les souvenirs. Les autres recommencent cette boucle sans le savoir. Chaque action crée un effet papillon. C'est-à-dire que si Jin change un détail qui peut sauver quelqu'un, ça peut en condamner un autre. Et surtout, il n'existe pas de timeline parfaite, et donc sauver tout le monde en même temps est impossible. Ok, maintenant que vous savez ça, on va faire un petit récap de ce qu'on vient de voir. À ce stade, on sait que Jin connaît le futur, que le temps recommence au 11 avril, et que chaque tentative de Jin de changer quelque chose, de sauver quelqu'un, va créer une nouvelle boucle. Et c'est là donc que le lore change de nature. On raconte plus ce qui arrive, mais on raconte comment Jin essaie d'empêcher que ça arrive. Et à partir de maintenant, chaque personnage va avoir une tragédie précise, une raison pour cette tragédie et parfois une solution. Et pour comprendre ça, on va s'appuyer du webtoon Save Me. On va s'appuyer également sur le jeu Bangtan Universe Story et sur les notes. Ok, sur cette partie, on va changer la mécanique. On va parler de chaque membre et on va suivre toujours la même structure. Parce que c'est la seule façon que j'ai trouvée pour rester clair sur leur lore assez dense. On va donc parler de la tragédie, puis de pourquoi ça arrive, et enfin de la solution. Ce que Jin change quand il y arrive. On est toujours sur l'année 22, et le point de départ reste le 11 avril. On va donc commencer par la première tragédie que doit affronter Jin, celle de Namjoon. On le sait, Namjoon travaille dans une station de service. Un client arrive, il fait le plein, puis le client, au lieu de payer normalement, jette les billets par terre. Il regarde Namjoon et en gros il lui dit ramasse. Et c'est un peu la goutte d'eau pour Namjoon. L'altercation devient donc inévitable et la police finit par être appelée. Le résultat, c'est que Namjoon va finir en prison. Et je pose la précision parce qu'elle reste un peu importante, je crois. C'est l'un des événements les plus stables du lore. Et donc, si Jin n'intervient pas, Namjoon finit incarcéré. Maintenant, pourquoi est-ce que ça arrive? Dans le BU, l'argent est une obsession pour Namjoon qui a toujours vécu dans la précarité. Je le rappelle, son père est gravement malade, donc il accumule les factures médicales. Il vit d'ailleurs dans un container.
et il a renoncé à ses études et à ses rêves. Et là, ce client ne fait pas que l'humilier. Il lui a rappelé tout ce qu'il a déjà subi. Et donc, c'est pas juste une question de colère soudaine, c'est clairement une rupture pour lui. Il en peut plus. Et la solution? Cette fois, Jin agit. Il va laisser la scène se dérouler jusqu'au moment où le client jette l'argent par terre. Jin intervient alors, il ramasse les billets, les rend au client, et la tension retombe immédiatement. Ce qui fait que Namjoon ne se bat pas, et donc il n'est pas arrêté. Et ici, Jin va comprendre quelque chose d'essentiel. Il ne peut pas changer la raison, mais il peut parfois empêcher l'étincelle. On passe maintenant à Jungkook. La même nuit, le 11 avril donc, Jungkook se bat volontairement avec des voyous. Il cherche le danger. Il monte ensuite sur un bâtiment en construction, et son intention est claire, il veut sauter. Et donc ici, on comprend que si personne intervient, Jungkook meurt. Mais pourquoi est-ce que ça arrive? On va revenir un peu au début de la vidéo et vous allez comprendre. Pour Jungkook, les garçons, c'était sa famille. Son père est parti quand il était enfant et il a grandi donc dans un environnement violent où, après le remariage de sa mère, il a dû vivre avec son beau-père et son demi-frère, où il était maltraité par le demi-frère et les parents ne faisaient rien. Et c'est comme ça que les garçons sont devenus un refuge pour lui finalement. Mais aujourd'hui, Namjoon est parti, Yoongi a disparu, Jimin est à l'hôpital, Jin absent, le groupe n'existe plus quoi. Et donc Jungkook est persuadé d'une chose, plus personne ne veut de lui. Et c'est sur cette solution que Jin va comprendre qu'il ne peut pas tout faire seul. Cette fois, il crée une réaction en chaîne. Il sauve donc Namjoon de la station-service, ce qui fait que Namjoon appelle Osok, et donc Osok contacte Yoongi et Yoongi appelle Jungkook. Et cet appel arrive juste avant que Jungkook ne saute. Ce qui fait que Jungkook descend et il est sauvé. À ce moment-là, Jin comprend que parfois, la solution n'est pas d'agir directement, mais de réactiver les liens entre eux. À ce stade, Jin a réussi à sauver Namjoon et Jungkook. Mais quelque chose devient clair. En sauver un ne sauve pas tout le monde. Au contraire, les tragédies vont commencer à se déplacer et c'est à partir de maintenant que les événements vont devenir instables. Les dates vont commencer à glisser, les lieux vont changer et on va avoir les effets papillons. On en arrive à Yoongi. Sur Yoongi, les dates sont assez variables mais on reste dans l'année 22. Et selon les timelines, Yoongi s'immole ou soit dans un motel ou soit dans son atelier. Et les dates varient selon les boucles. On va avoir le 29 avril, le 2 mai et le 10 mai. Et c'est normal dans le BU. Par contre, ce qui est constant, c'est le feu. Et donc, pourquoi est-ce que ça arrive? Dans le lore, Yoongi est convaincu d'une chose. S'attacher, c'est condamner les autres. Sa mère est morte dans un incendie. Son père rejette sa passion pour la musique. Et la musique devient à la fois son refuge et sa prison. Il s'éloigne donc volontairement du groupe et surtout de Jungkook, parce qu'il pense tout simplement qu'il va lui porter malheur. Et Jin remarque quelque chose de crucial. La dernière fois que Yoongi a réellement souri, c'est quand les 7 étaient ensemble. Il comprend aussi que Yoongi et Jungkook portent la même détresse et que Jungkook est la seule personne qui peut l'atteindre. Et donc encore une fois, Jin n'intervient pas directement. Il fait en sorte que Jungkook retrouve Yoongi, le suive jusqu'au motel et trouve l'endroit grâce à un indice laissé par Jin. Ce qui fait que Jungkook arrive à temps et empêche Yoongi de mourir dans le feu. Yoongi est donc sauvé, mais seulement dans cette timeline. Jimin. On est le 12 mai de l'année 22. Jimin est hospitalisé depuis longtemps et dans plusieurs timelines ou boucles, il se suicide dans la baignoire de l'hôpital. S'il ne le fait pas ce jour-là, il recommence quelques jours plus tard dans une autre boucle. Ce qui veut dire que tant que Jimin reste à l'hôpital, la tragédie se répète. Et la raison, elle est assez longue. Déjà, faut savoir que pour Jimin, l'hôpital c'est devenu un refuge. Il fuit un trauma d'enfance, il ne veut pas peser sur sa mère, et surtout il pense que le monde extérieur est plus dangereux que l'enfermement qu'il se fait subir. Mais pourquoi il pense ça? En fait, quand Jimin était enfant, il a à un moment donné participé à une sortie scolaire. À la fin de la journée, les parents devaient aller chercher les enfants à ce point de sortie, mais les parents de Jimin ne sont jamais venus. Il commence à pleuvoir, et donc Jimin se dit qu'il va se réfugier dans un bâtiment. Et c'est là qu'il voit quelque chose qu'un enfant ne devrait jamais voir. Jimin aperçoit un enfant attaché, couvert de bleu, avec des marques au poignet, et visiblement retenu là depuis longtemps. Jimin voit d'ailleurs cet enfant tenter de se défendre avec un cutter. Il voit un adulte intervenir, désarmer l'enfant, et la porte claque. Jimin entend à travers cette porte les cris, les pleurs, et enfin plus rien. Jimin ne peut rien faire, c'est un enfant, et il prend peur et s'enfuit. On comprend ici qu'il survit. Après cet événement, Jimin développe des crises d'épilepsie donc. Je ne suis pas sûre de ce fait,
mais il déclenche des crises. Il va faire des blackouts et va être transféré dans plusieurs écoles. Ses parents multiplient aussi ses hospitalisations. Mais le point le plus important, Jimin est convaincu qu'il est en partie responsable parce qu'il est parti. Il n'a pas dénoncé, il n'a pas aidé et il a survécu. Dans le BU, Jimin porte la culpabilité du survivant. Il pense qu'il n'a pas mérité de s'en sortir, qu'il aurait dû faire quelque chose, que rester en vie est une forme d'égoïsme, et c'est pour ça qu'il accepte, dans l'hôpital, qu'il ne lutte pas contre cet enfermement et qu'il ne cherche pas non plus à guérir. Et donc pour lui, l'hôpital devient une punition acceptable. Quand Jimin dit « I belong here », ça veut dire « je suis en sécurité ici, je ne mets personne en danger et je ne peux plus faire de mal ». Et dans sa logique, on peut comprendre sortir de l'hôpital, c'est risquer d'échouer. Et c'est pour ça que Jin, d'ailleurs, échoue quand il lui parle, que Taehyung échoue aussi, et que la boucle ne fonctionne pas réellement sur Jimin. Parce que le problème de Jimin n'est pas dans le futur, mais il est dans le passé. Et Jin, il peut pas effacer un souvenir. Osok est le seul à pouvoir atteindre Jimin. Parce que il connaît l'abandon, il sait ce que c'est que de rester seul, et il a lui aussi survécu quand il n'aurait pas dû. D'ailleurs, quand Jimin sauve Osok dans les escaliers, quelque chose se renverse. Pour la première fois, Jimin agit au lieu de fuir. Et quand Osok revient vers lui par la suite, il lui montre que survivre n'est pas une faute, rester n'est pas égoïste, et vivre peut être justement un acte de réparation. Et donc, je pense qu'on peut enchaîner sur l'histoire d'Osok. Et les tragédies d'Osok se passent le 10 et 12 mai de l'année 22. Le 10 mai, Osok s'effondre sur un pont. Il est donc hospitalisé. Et le 12 mai, à l'hôpital, Osok croit reconnaître sa mère. Une femme avec un chapeau, une longue jupe, accompagnée d'un enfant. Il la suit sans réfléchir. Il chute dans les escaliers et se brise la cheville. Et dans le PU, cette scène n'est pas anodine. Osok ne poursuit pas une personne réelle, il poursuit un abandon qu'il n'a jamais digéré. Et là, on va revenir dans son enfance pour comprendre pourquoi. Avant son effondrement sur le pont le 10 mai, Osok apprend que la femme qui s'est occupée de lui à l'orphelinat, celle qui faisait donc figure de mère, est atteinte d'un cancer en phase terminale. Et pour Osok, ce n'est pas qu'une maladie de plus, c'est la réactivation d'un trauma fondateur. Quand il était enfant, sa mère l'a abandonné. Elle lui a demandé de fermer les yeux, de compter jusqu'à 10 dans un parc d'attraction, et elle n'est jamais revenue. Et depuis, Osok vit avec une peur constante. Si les gens partent, c'est qu'il n'a pas su les faire rester. D'ailleurs, dans les notes, Osok révèle quelque chose d'essentiel. Sa narcolepsie était en fait un mensonge. Et il faut pas voir ça comme une stratégie de manipulation envers les membres. C'est surtout un réflexe de survie chez lui. Pour Osok, être malade, c'est avoir le droit de rester, c'est justifier le fait qu'on prenne soin de lui, et c'est aussi éviter d'être abandonné à nouveau. En gros, la maladie, ça devient un peu son langage, parce que là où il est incapable de formuler sa détresse autrement en fait. Et c'est pour ça que cet effondrement sur le pont n'est pas encore une tentative de suicide. C'est juste sa dépression et un point de non-retour en fait. Et donc Jin comprend quelque chose de fondamental ici encore une fois. Il ne peut pas corriger Osok par la boucle temporelle. Parce que le problème de Osok, ce n'est pas encore une fois l'événement, mais ce qu'il cache. Il place donc Jimin à l'hôpital au bon endroit. Jimin voit Osok dans l'escalier, il le rattrape et donc l'empêche de tomber. Osok est donc sauvé, mais surtout quelque chose bascule. Pour la première fois, Osok n'est pas celui qui soutient, il devient celui qu'on soutient. Une fois sorti de l'hôpital, Osok revient vers Jimin. Ensemble avec les autres, donc, ils convainquent Jimin de quitter l'hôpital. Et pour la première fois dans le lore, ils ne sont pas sauvés par le temps, mais par la relation. Ils acceptent d'être vulnérables sans devoir être malades pour mériter de rester. Ok, on va faire un petit point. À ce stade, Jin a réussi à sauver Namjoon, Jungkook, Yoongi, Jimin, Osok. Il ne reste plus qu'un point de rupture majeur, Taehyung. Et c'est là que le lore devient le plus violent et le plus irréversible. Parce que Taehyung, c'est pas simplement une tragédie personnelle, c'est le moment où Jin comprend que certaines choses ne peuvent pas être réparées et sauvées sans coup. On arrive donc à un gros bout de ce lore, Taehyung. Nous sommes le 20 mai et Taehyung rentre chez lui. Encore une fois, une même scène se répète, il voit son père bourré en train de frapper sa sœur. Ce n'est donc pas une scène isolée, c'est quelque chose qui dure depuis des années. Mais cette fois, Taehyung craque. Il attrape une bouteille, la brise et poignarde son père. Le résultat, évidemment, Taehyung est arrêté
jugé pour meurtre et disparaît définitivement du groupe. Dans les timelines où Jin n'intervient pas, c'est une fin sans retour possible. Pourquoi est-ce que ça arrive? Dans le BU, Taehyung est enfermé dans une violence quotidienne. Père alcoolique, violence physique et psychologique, et une peur constante pour sa sœur. Et ce jour-là, Taehyung n'intervient pas juste par colère, mais il agit clairement par désespoir. Et c'est important de préciser que dans certaines boucles, timeline, Jin réussit à empêcher le meurtre. Mais le lore est cruel. À la place, Taehyung se retrouve sur une plateforme au bord de mer. Il est face au vide. Et il paraît terrifié non pas par le fait de mourir, mais le fait de devenir comme son père. Et il se tient au bord, prêt à sauter. Le Bangtan Universe pose ici une règle dure. Empêcher un acte ne supprime pas la souffrance qu'il a causée. Pour la solution, Jin essaie d'intervenir lui-même. Mais dans une boucle, il se fait blesser par Taehyung en essayant de l'arrêter. Cette fois, il comprend que c'est pas son rôle. Il envoie encore une fois Osok, et Osok arrive à temps. On est donc le 22 mai de l'année 22, et pour la première fois depuis le début des boucles, ils sont tous là. Ils se retrouvent à la plage comme au lycée. Le soleil se couche, ils rient. Bref, c'est un moment de respiration pour eux. Et d'un point de vue factuel, du coup, c'est une boucle où personne n'est mort. Et donc, c'est normal que Jin pense que ce soit fini. Après la plage, ils rentrent tous donc là où ils logent. L'ambiance est légère, ils dansent encore. Jin se lève pour parler, mais il ne parle pas des boucles. Il ne parle pas du futur, il ne parle pas du temps. Il avoue seulement une chose. Il avoue avoir révélé la cachette secrète au proviseur, ce qui a mené à l'expulsion de Yoongi, et Taehyung explose. Parce que Taehyung lui fait des rêves des boucles passées, des rêves où Jin sait, des rêves où Jin ment, et pour Taehyung, cet aveu, c'est clairement une fuite. Les deux finissent par se battre, et Jin, épuisé, demande « Pourquoi tu me fais ça ?» C'est d'ailleurs une phrase clé du lore, parce qu'elle révèle enfin l'état de Jin. Il est épuisé par les tentatives répétées, par des morts qu'il a vécues et revécues. Et après cette nuit, il se sépare à nouveau. Les contacts se raréfient, et de nouveau cette boucle commence à se fissurer. D'ailleurs, dans certaines versions, Jin repart avant même la dispute, comme s'il savait déjà ce qui allait se passer, ce qui est le cas. Sauver tout le monde ne suffit donc pas à maintenir le groupe uni. Peu de temps après cette séparation, Jungkook se fait renverser par une voiture. Et un détail change tout. Jungkook est persuadé que la voiture appartient à Jin. Jin, lui, ne se souvient pas d'avoir heurté quelqu'un. Ce point reste d'ailleurs non résolu à ce stade du lore, mais à partir de ce moment, Jungkook commence à douter de tout. Et à ce moment-là, Jin comprend quelque chose. Sauver les autres ne suffit pas. Il existe des événements qu'il ne peut pas contrôler sans en payer le prix. Et c'est à ce moment-là qu'entre en scène la fleur Smeraldo et le 30 septembre. À ce stade du lore, le problème n'est plus seulement de sauver les autres, le problème c'est que le temps lui résiste. Et cette résistance a une date précise, une date qu'il ne parvient jamais à dépasser. Mais avant de parler de ce mur temporel, on va parler de Smeraldo. Dans le Bangtan Universe, la Smeraldo est une fleur associée à une signification très claire, la vérité non dite. C'est une fleur liée à ce qu'on ressent mais qu'on n'ose pas dire, à ce qu'on cache pour ne pas blesser, et à se compter jusqu'à ce que ça devienne destructeur. Et cette fleur va devenir le miroir de Jin. Pendant l'été 22, Jin rencontre une jeune femme. Un jour, elle fait tomber son journal intime traversant des rails. Jin le ramasse et le lit. À l'intérieur, une wishlist. Des choses simples, des choses à faire avant. Jin ne lui dit jamais qu'il a lu le journal. À la place, et réalise un à un les souhaits de la liste. C'est important. Jin ne vit pas avec elle, il joue un rôle. Et dans cette liste, il y a une chose précise, voir des fleurs Smeraldo. Jin trouve enfin un fleuriste capable de commander des Smeraldo. La livraison est prévue pour le 30 août de l'année 22 donc. C'est aussi le jour des feux d'artifice annuels. Jin imagine ce moment comme une confession, mais la livraison tourne au cauchemar. Une fois la livraison faite, Jin lève les yeux. La jeune femme traverse la route et elle finit percutée par un camion. Jin remonte le temps et il sauve la jeune femme. Pour lui, c'est une boucle simple. Une tragédie isolée, mais très vite, il comprend que quelque chose a changé. À chaque fois qu'il sauve cette fille, un autre événement devient inévitable, et cet événement a une date fixe. Et quelle que soit la timeline, Jin se heurte
au mur du 30 septembre de l'année 22. Ce jour-là, Namjoon meurt dans un incendie dans le quartier des conteneurs. Et Jin essaie tout d'intervenir plus tôt, de changer d'itinéraire, de prévenir, de forcer les choses quoi. Mais rien fonctionne. Le 30 septembre est un mur. Et c'est là que Jin comprend que le temps refuse d'aller au-delà. En enquêtant, Jin découvre que l'incendie qui a lieu dans le village des conteneurs, c'est pas un accident. Il est lié à un plan de réaménagement urbain qui donc liste la destruction du quartier des conteneurs, l'expulsion des habitants et la disparition de l'orphelinat d'Osok. Et surtout, ce plan est lié au père de Jin et à son bras droit, l'oncle Juno. Il va découvrir la corruption, la pression, les violences. Namjoon n'est pas censé mourir par hasard, il est censé tout simplement disparaître comme le quartier. Et donc, acculé, Jin décide de retourner à la plage. C'est là qu'apparaît un chat aux yeux verrons. Et il se rend compte que c'est lui qui posait la question du début, et d'ailleurs cette question revient. Si tu pouvais remonter dans le temps, nanana. Cette fois, Jin lui demande comment est-ce qu'il peut sauver Namjoon et le chat lui répond. Trouve la Map of Soul. Mais il y a un prix. Chaque contrat dans le BU a un coût. Et le prix ici, c'est que Jin doit vendre ses souvenirs. Et chaque tentative de se rappeler lui provoquera des migraines violentes. Mais Jin accepte. Ok, je pense que là on a besoin d'un petit récap. À ce stade, on sait que l'Asmeraldo, ce sont les vérités non dites. Que la fille, elle a un rôle à jouer dans le BU, mais qu'elle n'est pas très importante non plus. Que le 30 septembre, c'est un mur temporel que Jin n'arrive pas à passer. Que Namjoon, c'est un sacrifice. Que le chat, c'est la voix, mais c'est aussi égal au contrat qu'il a eu et qu'il va avoir. Et que le prix à payer là, ça va être sa mémoire. Et donc, maintenant, Jin ne cherche plus seulement à sauver les autres, mais à se défaire de ses boucles temporelles. Et à partir de maintenant, le lore va changer encore de niveau. Parce que, vous allez le comprendre, la Map of the Soul, c'est pas un objet, c'est une idée. Et pour le comprendre, Jin ne pourra pas y arriver seul. À partir d'ici, le BU bascule encore. Jin n'est plus seulement celui qui agit, mais celui qui oublie. Et la boucle continue, le 30 septembre reste toujours le mur, et Jin commence à perdre la raison même pour laquelle il se bat. Et c'est là que pour la première fois, les autres commencent à comprendre qu'il se passe quelque chose. Après le contrat avec le chat donc, Jin a de violentes migraines. Il oublie des conversations, il ne se souvient plus pourquoi certains lieux lui font peur, certaines dates n'ont plus aucun sens pour lui. Enfin bref, il cherche encore la Map of the Soul comme s'il cherchait un objet. Il va donc dans des bibliothèques, librairies, médecins, hôpitaux. Et c'est important parce que dans le lore, la Map of the Soul, elle n'est pas clairement définie finalement. Et ça, même pour Jin. Mais petit à petit, les autres remarquent que Jin est étrange. Il pose des questions qu'il a déjà posées, il agit comme s'il connaissait l'avenir, il évite certaines dates, et des fois il disparaît au moment précis de décisions importantes. Et je le rappelle, Taehyung surtout fait des rêves, des boucles passées. Et donc, à ce moment-là, on comprend qu'il rêve d'incendie, de mort, et des scènes qui ont finalement jamais eu lieu pour lui, mais qui lui semblent réelles. Et c'est là où Taehyung comprend quelque chose avant les autres. Le temps n'est pas linéaire. Dans un de ses rêves, Taehyung voit Jin dans une salle de réunion au sommet d'un building. Par la fenêtre, il distingue une rivière, des immeubles résidentiels, un panneau publicitaire de café en canette et un bâtiment avec un logo de trèfle à 4 feuilles. Dans le rêve, Jin téléphone à quelqu'un, dit quelques mots et raccroche. Puis les lumières s'éteignent dans tout l'immeuble. Et Jin sourit. Ce rêve, c'est une information concrète. Et Taehyung parle de ce rêve à Namjoon. Ensemble, ils parcourent la ville pendant plusieurs jours. Au début, ils ne trouvent rien, puis un détail change. Le panneau publicitaire. Ils passent d'une boisson énergisante à du café en canette. Ils finissent par retrouver l'immeuble et à l'intérieur, ils découvrent le bureau d'un assemblée nationale et des documents imprimés par erreur. Et ces documents parlent du plan de réaménagement urbain et le nom qui apparaît dessus, Kim Tang-jun, qui n'est autre que le père de Jin. Ils décident de voler les documents et ils sont repérés. Ils finissent au poste. Namjoon tente de jeter les papiers, mais il est trop tard. Le document circule et la presse s'en empare. Les résultats sont immédiats, c'est la panique pour l'orphelinat, c'est la panique dans le quartier des containers, et c'est une révélation sur l'inaction de la police. Et le futur que Jin tentait d'éviter commence à se fissurer sans lui. Et pendant ce temps, Jimin se souvient d'un patient à l'hôpital psychiatrique, Woo Yeon-sung, un homme obsédé par une phrase. La Map of the Soul a été détruite. Et donc, Jimin et Yoongi vont lui parler. Quand il lui demande ce qu'est la Map of the Soul, l'homme devient violent. Il crie
À cause de lui, mon âme a été brisée. Puis il pointe la télévision. À l'écran, Kim Chang-jun, le père de Jin. Jimin se rappelle que Woo Hyun-sung a été admis à l'hôpital quand ils étaient encore au lycée. Namjoon fouille donc dans les archives et il trouve un vieil article. Un étudiant disparu. Choi Kyu-ho. Un lycéen à Songju Jail High School. La dernière fois qu'il a été vu, il disait qu'il allait voir un ami tard le soir au lycée. Et donc, il décide de retourner dans leur cachette secrète. Et c'est là qu'il remarque des noms griffonnés sur les murs. Woo Hyun-sung et Choi Kyu-ho. Et une phrase sous les noms, tout a commencé ici. Et est-ce que vous vous souvenez quand je vous ai dit que la cachette secrète était un élément important du lore? Parce que ce n'est plus maintenant seulement leur refuge, mais c'est le lieu d'origine. 2 semaines après la sortie de Jungkook de l'hôpital, les garçons organisent une fête. Ils arrivent en retard, tout le monde est fatigué. Et d'ailleurs, Osok arrive le dernier, juste après avoir manifesté contre le réaménagement. Il va supplier Jin, retire l'orphelinat du plan. Jin, épuisé, une migraine violente, répond froidement à Osok. C'est une affaire d'adulte. Jusqu'à quand je vais devoir m'occuper de vous? Il claque la porte et il part. Jungkook le regarde s'éloigner et remarque une rayure sur le pare-choc de sa voiture, celle de Jin. À ce moment-là, tout son esprit est convaincu. Jin lui ment. À ce stade-là du lore, on sent que la vérité approche, mais que Jin est clairement en train de se perdre. Et c'est là que le BU retourne une dernière carte. Parce que la Map of the Soul n'est pas une solution pour changer le monde, c'est une réponse à une seule question. Pourquoi Jin fait tout ça? On arrive donc à la fin du récit tel qu'il est raconté dans le Note 2. À ce stade, Jin a presque tout oublié. La boucle existe toujours, le 30 septembre est toujours un mur, et le groupe est enfin au courant qu'il se passe quelque chose. Mais la réponse que cherche Jin n'est pas dans le futur, elle est dans le passé. Un jour, Jin reçoit un document laissé sur son bureau. Ébauche des mémoires de ton père. Tu es figure aussi, donc j'apprécierai tes commentaires. Le message vient de son oncle. En feuilletant le manuscrit, Jin remarque quelque chose d'étrange. Un chapitre manquant. Son titre, Map of the Soul. Mais dans le texte, il est écrit quelque chose d'essentiel. La carte que je cherchais n'était pas une carte avec des routes ou des indications, c'était la vie que j'ai vécue. Et à cet instant, quelque chose se déverrouille. Jin comprend enfin que la Map of the Soul, ce n'est ni un livre, ni un lieu, ni une solution magique, c'est tout simplement la trajectoire d'une vie. Toutes les décisions prises, les erreurs, les fuites et les sacrifices, et surtout les choses qu'on refuse d'accepter. Taeyang rassemble tout le monde. Il retourne à la cachette secrète, là où tout a commencé. Jin souffre, ses migraines deviennent de plus en plus violentes. Il essaie de partir, mais Taeyang l'en empêche. Ils se battent, un mur cède, et derrière, un journal intime. Le journal du père de Jin. Et dans ce journal, Jin découvre l'impensable. Son père a vécu la même chose. Des boucles, des tentatives de réparer le passé, la recherche de la Map of the Soul, l'échec et le déni. Son père a abandonné, il a trahi ses amis, il a laissé la corruption le gagner, et il a tout enfoui ici, dans cette salle, dans cette cachette secrète. Tout a commencé ici, prend donc tout son sens. Jin convoque tout le monde au container de Namjoon. Et il raconte tout. La boucle, les futurs qu'il a vus, le chat, le contrat, le prix, les morts et les souvenirs qui s'effacent. Et pendant qu'il parle, le vent se lève. Le sable envahit la pièce, les garçons ferment les yeux et ils ressentent la boucle sans vraiment la vivre. Et quand la tempête s'arrête, personne ne doute, ils ont tous enfin compris. Et Jin se souvient enfin de la question initiale. Si vous pouviez remonter le temps, pensez-vous que vous pourrez corriger toutes les erreurs et sauver tout le monde? Et il comprend que la question est mauvaise. Parce qu'il n'a jamais été question de sauver tout le monde, de réparer chaque erreur, ou de créer une timeline parfaite. La seule chose qu'il devait faire, c'était s'accepter lui-même. Accepter ses erreurs, sa lâcheté, sa peur, mais aussi sa culpabilité. Et on comprend que la vérité non dite de Jin, sa Smeraldo, c'était ça. Et Jin comprend enfin le contrat. Le prix n'était pas seulement sa mémoire, le prix c'était de ne pas pouvoir se sauver lui-même. Il pouvait aider les autres à vivre, mais lui devait accepter de continuer à vivre avec ce qu'il avait fait. Et c'est seulement à ce moment-là que la boucle s'arrête. Et donc après la boucle, le plan de réaménagement est exposé. Les responsables sont arrêtés. Le père de Jin plaide coupable,
Le quartier des conteneurs est sauvé et Namjoon survit. L'orphelinat est préservé. Le 30 septembre existe toujours, mais c'est plus une fin. Cependant, un dernier détail reste. Jungkook n'a jamais entendu la vérité sur son accident. Il est persuadé que Jin l'a renversé, mais Jin ne s'en souvient pas. Dans une entrée des notes sans date, Jungkook entend une voix. Vivre sera plus douloureux que mourir. Voulez-vous toujours vivre? C'est la même voix que Jin entend, il s'agit du chat. Et le BU ne ferme pas cette porte. Le lore Hwa Yang-Yunhwa n'est pas une histoire de voyage dans le temps, mais c'est une histoire sur la jeunesse, la culpabilité, le poids des choix et le moment où on comprend qu'on peut pas tout réparer. Hwa Yang-Yunhwa, ce n'est pas le moment où tout va bien. C'est le moment où tout est fragile, où tout peut basculer et où malgré tout, on choisit de continuer à vivre. Et le BU laisse volontairement une part d'ombre. L'accident de Jungkook, la voix du chat, et cette question qui revient encore et encore. Vivre sera toujours plus douloureux que mourir. Mais est-ce que tu es prêt à souffrir? Est-ce que tu veux toujours vivre? Le lore ne peut pas répondre à notre place. Il nous laisse avec la question parce que c'est tout simplement à toi de répondre. Voilà la conclusion de ce lore. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre le lore de BTS. Ou simplement à voir Hwa Yang-Yunhwa d'une manière différente. Et n'hésite pas à me dire en commentaire quel moment t'a le plus marqué. Jin et la boucle, le trauma de Jimin, Oh-seok et son abandon, ou Taehyung et sa violence familiale, etc. On a beaucoup à faire avec ce lore. Et si tu veux que je continue à décrypter les lores de tes groupes préférés, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un like à la vidéo. On se retrouve très vite pour un nouvel univers à explorer que tu auras choisi le mois dernier. Bye!